Alors, on va accueillir pour la RATP Lorena Torero Marco. Voilà. Elle va nous rejoindre. Merci, bonjour Lorena. Pour Total Energy, Hicham Noman. Pour Airbus, Eric Kestenar. Pour Crosscall, Denis Tayaniti. Et pour Nokia, Eric Castellan. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Nous allons parler des cas d'usage dans les réseaux mobiles privatifs ou professionnels. Au sein de la GUR, nous avions identifié 6 grands principaux cas d'usage avec la vidéo montante, la vidéo descendante, les transferts de données massifs, la voix bien sûr, tout ce qui est lié aux capteurs et au tracking, et enfin les sujets de guidage, signalisation et contrôle machine. Alors, je vous propose qu'on aborde le sujet suivant 3 thématiques. D'abord, on va dire tout ce qui va, on va présenter un peu les cas d'usage. Ensuite, il y a un aspect méthodologique pour définir les cas d'usage particuliers pour un utilisateur. Et enfin, comment bâtir un projet de réseau mobile privatif. Je vous propose de commencer avec Total Energy. Hicham, est-ce que tu peux nous dire comment, au sein de Total Energy, vous avez fait pour identifier vos principaux cas d'usage? Quels sont vos principaux cas d'usage? En particulier, je crois que vous avez le sujet autour de la connectivité des machines. Merci Thomas. En effet, effectivement, la connectivité sans fil est un enabler pour plusieurs cas d'usage. Pour nous, je vais aujourd'hui en citer des cas d'usage autour des capteurs, des connectivités des capteurs et la remontée d'informations, qui est plutôt l'IoT industriel. Il s'agit des capteurs autonomes qui sont installés dans plusieurs endroits dans nos sites et sur nos assets pour remonter des informations, soit pour compléter des informations déjà existantes avec les systèmes industriels ou pour générer des cas d'usage totalement nouveaux. Et avec la connectivité sans fil, en effet, ça permet déjà de ne pas faire face à la complexité du câblage dans un milieu industriel qui pourrait coûter cher et qui pourrait être très complexe, et aussi pour ne pas trop modifier les installations existantes grâce comme je veux dire, aux capteurs qui sont autonomes, qui sont posés sur les machines. Et aussi, avec la connectivité sans fil, on peut couvrir en superficie plus large dans les grands sites. Et en effet, grâce à la connectivité sans fil et l'IoT, on a pu réaliser plusieurs cas d'usage dans plusieurs thématiques. Première, c'est en effet la supervision et le monitoring des machines grâce à ces capteurs-là. Aussi, dans une autre thématique qui est en transformation ou amélioration d'un processus qui était manuel à un moment donné et qui est devenu plus automatisé, ou la remontée ou la prise d'informations est devenue plus fréquente. Et un autre thématique qui est aussi important, des cas d'usage autour de safety and environment dans les sites industriels. D'accord, merci beaucoup. Lorena, est-ce que tu peux nous parler pour la RATP des principaux cas d'usage qui ont été identifiés à ce stade, voilà, pour un opérateur de transport public, voilà, quels sont les principaux éléments? Moi, je vais vous parler plutôt d'un cas d'usage autour de la remontée des flux vidéo. Donc, à la RATP, comme vous le savez bien, nous avons des trains, des RER, des tramways, des métros, des bus. Et en fait, nous avons le besoin de remonter des flux vidéo en temps réel depuis ces embarqués-là vers le sol, donc vers des postes de commandement. Donc, ce sont des flux qui sont critiques parce que ça contribue à la sécurité. Ce sont des flux qui sont critiques aussi parce que ça contribue au service de la RATP, c'est-à-dire à la régularisation du transport, par exemple.
On ne va pas arrêter une ligne, on va essayer de l'arrêter le moins possible avec ces flux de vidéo temps réel. Ce sont des flux qui ont, qui ont besoin d'une haute disponibilité et qui ont besoin évidemment de beaucoup de débit et d'une faible latence, justement pour que ce temps réel puisse se passer correctement. Donc ça, c'est le premier cas d'usage que je pense que tout le monde connaît, parce que quasiment tout le monde prend le métro ou le RER ici présent dans la salle. Le deuxième cas d'usage, ça serait tout ce qui est remontée d'informations, des données, de façon massive, plutôt en temps différé. C'est-à-dire qu'on est aussi sur le même principe, c'est-à-dire on va partir d'un embarqué dans le métro, dans le tramway, en fait, à peu près pareil. On parle de couverture en surface, on va parler pour les trams un peu plus linéaire et pour les bus, ce qu'on va appeler plutôt surfacique. Et dans les métros et RER, on est plutôt sur une couverture souterraine linéaire. C'est ce genre d'informations, de transfert de données massifs. Nous sommes plutôt sur des informations, on va parler de télébillettique, on va parler de données de maintenance, on va parler même de flux de vidéos, mais plutôt qui ne sont pas utilisés en temps réel. Donc ça pourrait nous permettre d'arrêter de faire des enregistrements dans les embarqués, par exemple, ou en tout cas les diminuer considérablement. Et en fait, ces flux-là ne sont pas du tout soumis aux mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de latence, pas de criticité, pas de haute disponibilité. Par contre, nous sommes sur des forts débits, évidemment pour essayer de télécharger, ou de remonter plutôt le plus grand maximum d'informations dans le minimum de temps possible. Donc pour ces deux cas-là, en fait, je voudrais vraiment mettre en évidence que nous, à la RATP, on a une spécificité qui est vraiment l'utilisation du flux montant. C'est-à-dire on n'est pas sur un modèle, je vais dire plutôt opérateur, qui utilise plutôt le flux descendant. Nous, on est vraiment sur ce flux montant, qui est une spécificité que nous, on porte. Et on a besoin du soutien des industriels. On a besoin que l'ensemble de la norme elle soit bien implémentée. On a besoin que les industriels nous accompagnent. Et pas que sur cette partie-là, vraiment sur tout l'écosystème. Et quand je vous dis écosystème, c'est tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est la partie, tous les fréquences radio, les embarqués. Donc c'est un petit sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très important pour nous. Les portatifs, les applications, les passerelles qui permettent l'hybridation, en fait, tout l'écosystème global qui va permettre que nos réseaux privés et nos besoins puissent être implémentés. Merci Lorena. Je vais me tourner maintenant vers Édouard pour Nokia. On voit qu'il y a un enjeu d'intégration finalement dans l'écosystème du client final avec des problématiques variées en fonction des secteurs d'activité. Finalement, Lorena parlait d'une problématique de flux montant qui est à l'opposé finalement de ce que font les opérateurs mobiles grand public. Comment, en tant que fournisseur de solutions, on peut répondre aux attentes des utilisateurs professionnels avec leur réseau privé, tout en restant les produits standards finalement du marché? Donc, peut-être pour remettre un peu en perspective, moi je dirais, pour aborder ces problématiques de développement de cas d'usage, pour un industriel comme Nokia, il y a deux dimensions importantes. Premièrement, c'est l'expertise et le partage d'expertise. Et c'est vraiment important de le voir au niveau d'un écosystème local. Nokia en France, c'est 1500 ingénieurs qui travaillent dans la R&D 5G aujourd'hui, tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire bénéficier au niveau du territoire. C'est vraiment important et c'est un partage sur ce que permet la technologie, l'état du standard, etc., etc. Et c'est un partage, je dirais, avec un écosystème d'opérateurs, d'intégrateurs, d'acteurs qui apprennent ensemble en fait l'implémentation de ces cas d'usage. La deuxième dimension, au-delà du partage de cette expertise, c'est effectivement le travail spécifique qui est fait avec les industriels par rapport à des problématiques métiers opérationnels. Alors, de ce point de vue-là, et on le voit déjà avec la 4G, mais encore plus avec la 5G, on n'est plus du tout dans la validation de la technologie, on est dans le développement de cas d'usage. Ça, c'est une spécificité, c'est assez nouveau par rapport aux technologies antérieures. Ça nécessite de mettre en œuvre des choses assez spécifiques au-delà du travail qu'on peut faire avec les opérateurs. Par exemple, chez Nokia en France, on a un labo par rapport aux problématiques transport, énergie, des différents secteurs d'activité, une trentaine de personnes qui font du maquettage, qui intègrent ces solutions de bout en bout, qui testent, qui valident en amont, qui prototypent quelque part des solutions pour atteindre des performances sur des caractéristiques bien spécifiques. Et puis, effectivement, c'est un travail, comme le disait Lorena, qui est nécessaire de prendre en compte des requirements spécifiques, des besoins spécifiques, d'un point de vue aussi fonctionnel et produit.
Par exemple, sur les problématiques de débit voix montant, Nokia a pris la décision, il y a déjà plus de 2 ans, d'implémenter ce qu'on appelle la configuration 0 en 4G, qui est une configuration de trame qui permet de donner le maximum de débit dans les bandes de fréquences qu'on utilise en France, dans le 2.6 Giga TDD, donc dans ce mode TDD, d'allouer le maximum de débit sur la voie montante. Et c'est effectivement des solutions qui permettent d'aboutir à des niveaux de performance requis, notamment pour les besoins des acteurs du monde du transport. Et puis on le voit aussi sur d'autres cas, pas seulement fonctionnels, mais même dans la manière de déployer les réseaux. On a par exemple sur les réseaux opérateurs grand public aujourd'hui beaucoup distribué, éclaté en fait les solutions sites, les solutions radio, entre la partie digitale, la radio, pour des aspects, je dirais, un peu opérationnels, de facilité d'implémentation. On se retrouve aujourd'hui dans des environnements industriels où on a des acteurs qui aiment bien avoir des solutions très compactes, très intégrées dans des environnements compliqués. Chez Total Energy, par exemple, des environnements avec des requirements ATEX, des contraintes autour des aspects explosifs. Et en fait, ça nous oblige, nous, industriels, à adapter certains développements pour prendre en compte ces spécificités aussi de déploiement qui ne sont pas forcément les mêmes de celles d'un réseau grand public. Merci beaucoup, Edouard. Je vais me tourner maintenant vers Denis. Chez Crosscall, vous fabriquez des terminaux. Est-ce que vous pourriez nous décrire un type de fonction que vous auriez pu mettre en œuvre spécifiquement pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels, sachant qu'à la base, vous faites notamment des terminaux pour le grand public? Effectivement, donc comme le disaient mes chers camarades, que ce soit Total ou RATP, il y a des cas d'usage qui sont remontés et il y en a bien d'autres et qui sont divers et variés. Il y a un cas d'usage qui est précis pour nous parce qu'on a récemment travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur un projet qui s'appelle PC Storm où effectivement il y a une optimisation qui doit se faire au niveau de la connectivité et de l'accroche réseau. Pourquoi ? Nous, en tant qu'industriels, Crosscall doit suivre les évolutions de la 3GPP, plus les standards, on doit les respecter, ces standards, mais malgré le respect de ces standards, il y a des optimisations qu'on doit faire entre un réseau public et un réseau privé, plus un réseau qui est opéré par une bulle tactique, il y a une différence, il y a une norme qu'on doit respecter, mais il y a un délai d'accroche qu'on doit respecter aussi. Et c'est ainsi qu'on a dû travailler, optimiser avec notre R&D et les équipes du ministère de l'Intérieur pour que justement ce délai d'accroche soit de l'ordre de secondes et pas de l'ordre des minutes. Parce que dans un milieu opérationnel, dans des missions critiques, ils ne peuvent pas être sans communication coupés du monde pour intervenir sur différentes opérations. Merci. Eric, côté Airbus, sans avoir compris, vous avez adapté votre organisation pour répondre aux besoins liés aux nouvelles possibilités offertes par les nouveaux réseaux 4G, 5G. Quelle est la clé finalement pour répondre à ces besoins ? C'est vrai que, d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans paraphraser mes collègues, le monde a changé avec la normalisation de la 3GPP qui a commencé, bon, on n'a pas été surpris, mais ça a commencé dans les années 2010-2011 et on voit qu'on est en 2021. Donc aujourd'hui, c'est prêt pour le marché. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour atteindre les cas d'usage, il va falloir maintenant travailler dans le cadre d'un écosystème. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès de mes clients, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques clients sur les réseaux actuels, les réseaux 2G. C'est pas qu'on ne voulait pas écouter les cas d'usage, c'est qu'ils n'étaient pas faisables et que globalement, on était là pour vendre ce qu'on avait et on ne pouvait évidemment pas proposer autre chose. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant pour les industriels et pour les clients, c'est qu'on peut recommencer à parler, recommencer à définir des cas d'usage, à écouter les utilisateurs, c'est rien de plus beau. Et donc aujourd'hui, effectivement, chez Airbus, mais bon, je pense que c'est le cas de beaucoup d'organisations qui ont eu à traiter la transformation digitale globalement, et dans notre cas pour la PMR, on a décidé de redéfinir notre organisation par rapport à ces nouvelles solutions 3GPP, avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'écouter les clients. Le deuxième objectif, c'est de travailler dans un écosystème. Donc travailler, et je remercie Lagur, parce que cet écosystème, il est aujourd'hui, on voit qu'il est actif. On voit qu'il a été très, très actif également, puisqu'en fait, on peut reprendre les salons. Il y a eu le congrès des sapeurs-pompiers, il y a eu le Millipol, il y a eu le CCW, il y a PMR Expo qui recommence la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, cette organisation, on la met en place pour pouvoir travailler dans cet écosystème, en mettant à la fois des nouveaux profils,
qu'on appelle aujourd'hui un peu, alors c'est un peu difficile à définir, mais les business analysts, qui sont en charge d'aller étudier les cas d'usage avec les clients. On met en place des nouveaux profils qui sont des IT architectes qui vont être en charge de comment déployer la solution dans le monde IT du client. Et effectivement, ensuite, remettre à jour la R&D, puisque la R&D, on parlera évidemment de développement agile. On ne va pas en parler trop, mais effectivement, on doit tout revoir pour pouvoir répondre à ces cas d'usage. Oui, donc finalement, il faut que l'organisation côté industriel soit en miroir de celle des utilisateurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sujets, un cas d'usage, par exemple, de solutions collaboratives permettant une communication de groupe en interne, vous aviez développé chez vous? Alors, ouais, enfin, c'est un peu anecdotique, mais ça démontre, globalement, effectivement, quand on a une solution, on essaie de l'expérimenter chez les industriels, parce qu'avant de la mettre en place chez les clients, il faut aussi l'expérimenter, voire éventuellement, parce qu'elle apporte des bénéfices, et pas uniquement l'expérimenter. On peut d'ailleurs noter à ce titre qu'il y a quelques années, c'est quand même beaucoup plus important, Airbus a créé une activité cyber. Et après avoir travaillé un peu avec les clients, très rapidement, on s'est aperçu que le premier client de la cyber, c'était Airbus lui-même. Et que donc, si on est incapable, avec nos équipes cyber, de protéger notre entité, on est capable aussi de protéger les autres. C'est un peu la même chose avec la nouvelle PMR. Si vous êtes, ou des solutions collaboratives, si vous êtes capable de l'utiliser pour vous, vous pouvez peut-être également travailler sur les cas d'usage avec les clients. Oui. Alors, ce n'est pas parfait, parce que quand c'est en interne, justement, on a, je pense, pas très bien travaillé sur les cas d'usage. Donc, chaque entité a reçu les produits, etc. Et puis, elle s'est dit, globalement, voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Néanmoins, et que tout le monde se rassure autour de la table, on a déjà identifié des choses un peu fortes. On va passer maintenant dans des domaines où la dotation peut être plutôt privative que collective. Donc ça veut dire que globalement des produits qui vous géolocalisent, y compris le week-end, quand vous n'êtes plus en mission, et alors que vous l'avez dans la poche, il faut trouver des solutions. Et c'est tout bête, mais c'est des solutions comme ça il faut réfléchir à tout, y compris pour ces petites choses où on dit on va quand même pas... voilà. Il y a le côté privatif, on n'a pas besoin de savoir où sont les gens le week-end. Oui, merci Eric. Oui. Merci, on comprend donc l'intérêt de la proximité des industriels avec les clients, donc que ce soit en interne, parce que vous avez la chance de pouvoir le faire, ou en externe. Je vous propose de passer maintenant sur les aspects plus méthodologiques, finalement, comment faire ressortir des cas d'usage. Et je vais me tourner de nouveau vers Lorena de la RATP. Finalement, pour mettre en œuvre votre futur réseau mobile privatif, qu'avez-vous fait? Il me semble que vous avez parlé d'un schéma directeur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, en fait, on a formalisé toute une démarche qu'on a appelée le schéma directeur. Déjà, qu'est-ce que c'est un schéma directeur? Parce que c'est un joli mot, mais on va peut-être le définir un peu. En fait, c'est une démarche qui a pris déjà entre 9 mois et 1 an. On s'est fait accompagner par un cabinet d'expertise, parce que c'est quand même une démarche qui est assez complexe. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision à quelques années. Donc, ça va nous définir le quoi, ça va nous définir le comment, c'est-à-dire c'est le maintenant, où on veut aller, la cible, mais aussi la trajectoire. Donc, c'est vraiment les 3 temps. On a fait ce schéma directeur sous forme de 4 phases. Donc, la première phase, c'était une phase un peu longue, qui est l'état des lieux, c'est-à-dire le maintenant. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à comprendre, à décortiquer l'existant. C'est-à-dire que la RATP, aujourd'hui, nous partons d'un existant qui est plusieurs réseaux radio, donc notamment le grand réseau qui est aujourd'hui sur le Tetra, on est sur 22 000 abonnés, donc c'est pas anodin. Et donc, il faut qu'on arrive à faire un changement technologique vers un nouveau réseau. Et donc, déjà, il fallait qu'on fasse un vrai état des lieux de l'existence, c'est-à-dire les architectures, les roadmaps des obsolescences, quels sont les investissements qu'on a déjà prévus par rapport aux différents renouvellements patrimoniaux, tous les projets qui peuvent être en adhérence, par exemple vis-à-vis des embarqués, dont je vous ai parlé, qui est quand même le sujet un peu compliqué à la RATP. On a aussi travaillé beaucoup sur les coûts, c'est-à-dire les coûts OPEX, les coûts CAPEX, et on a aussi beaucoup travaillé sur les besoins, c'est-à-dire qu'on est allé voir nos clients, on a regardé les besoins existants,
On a catégorisé ces besoins, on a regardé la pérennité de ces besoins, parce qu'évidemment, ils évoluent aussi. Et on a aussi regardé quels seront les besoins futurs. Donc une fois qu'on a fait ça, on avait un bon état des lieux, on est passé à une deuxième phase. Dans cette deuxième phase, on était sur l'état de l'art. C'est-à-dire qu'on est allé voir qu'est-ce qu'ils font les autres, qu'est-ce qui existe en technologie, qu'est-ce qui pourrait répondre en termes de technologie à nos besoins, à tout ce qu'on avait déjà regardé. Et une fois qu'on avait ça, on a passé à la troisième phase, qui était une phase plutôt d'instruction de scénario. C'est-à-dire qu'on a divisé notre zone, en fait, à la RATP, en emprises. C'est-à-dire on a pris le surface, on a pris le souterrain en tunnel, donc plutôt linéaire, le souterrain en espaces. Et en fait, une fois qu'on a défini toutes ces parties-là, nous avons analysé quelles étaient nos options, c'est-à-dire du privé, de l'opéré, quelle bande de fréquence. Une fois qu'on a pris toutes ces options-là, tous ces scénarios-là, on les a instruits, c'est-à-dire on a regardé par rapport à plein de critères. On a fait plein de tableaux et plein d'analyses de techniques, financiers, risques, performance, évolutivité. Donc voilà, je vous laisse imaginer toutes les possibilités d'instruction qu'on a pu faire. Et on a abouti sur des orientations, c'est-à-dire si on pouvait choisir, qu'est-ce qu'on ferait. Voilà, on veut faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on a décidé la trajectoire, c'est-à-dire qu'on a décliné une feuille de route, on a défini des chantiers à court terme et une sorte de macro-planning qui va nous permettre justement d'avancer. Et on a lancé quelques prospects, on a lancé des études de faisabilité, justement parce que parfois il y a des questions, on n'a pas trop de réponses encore, et il faut quand même regarder un petit peu. Donc voilà, le schéma directeur aujourd'hui, ça nous a permis vraiment de cadrer cette vision d'aujourd'hui, de demain, et notamment cette trajectoire, pour justement pouvoir avancer. Merci. Juste en un mot, il faut compter combien de temps à la RATP pour faire ce type de démarche? Je ne sais pas exactement, je pense que c'est entre 9 mois et 1 an. Après, ça dépend si vous avez vraiment tous les documents qu'il faut déjà, ou il faut creuser un peu. Et puis après, ça dépend de l'accompagnement que vous avez. En fait, ça prend beaucoup de temps en termes de disponibilité des personnes et des sachants, des gens plutôt en termes de maîtrise d'ouvrage, d'un certain niveau de direction aussi. Donc en fait, il faut de la disponibilité des gens. Et donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction aussi des différentes dispos. Merci Lorena. Je me tourne maintenant vers Hicham pour Total Energy. Tu nous as parlé de cas d'usage assez variés pour les différents environnements industriels. Comment vous avez travaillé finalement avec les collaborateurs pour définir les cas d'usage? Oui, en fait, il y a des similarités avec ce que Lorena a dit, mais je ne vais pas utiliser les mêmes mots assez complexes, le schéma de directeur ou un autre. Mais pour nous, effectivement, la connectivité est un enabler pour la transformation digitale. Donc, première étape, c'est l'identification des cas d'usage avec nos métiers et les utilisateurs finaux ou les sites et les filiales pour effectivement identifier leurs besoins et identifier les cas d'usage qu'ils souhaitent réaliser. Et en parallèle de ça, effectivement, en veille technologique, et d'abord ces travaux-là, c'est avec les métiers, le digital et les DSI. Et après, en même temps, ou en parallèle, on travaille en collaboration avec nos partenaires et pour la veille technologique, pour regarder les solutions qui existent, les limitations et aussi les règles de nos pairs. Et d'ailleurs, l'AGOR est une opportunité pour pouvoir effectivement identifier la solution qui pourrait être adaptée pour nos besoins et nos cas d'usage. Et par la suite, effectivement, quand on choisit la solution, on commence par l'implémentation, mais en implémentation en mode plutôt pilote ou en POC pour s'assurer que les besoins qu'on a identifiés et les cas d'usage qu'on a identifiés sont réalisables avec cette solution avant l'industrialisation de la solution. Mais tout cela ne s'arrête pas là. Après l'implémentation de la solution, on continue effectivement l'itération avec nos métiers pour identifier toujours des cas d'usage, expérimenter avec la solution qui a été implémentée pour créer des autres cas d'usage qui n'ont pas été identifiés au départ pour effectivement continuer la démarche itérative et générer toujours de la valeur avec la solution qu'on a pu implémenter. Merci Hicham. Je vais me tourner vers Edouard maintenant pour Nokia. Je suppose que voilà, il faut travailler main dans la main avec les utilisateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre méthodologie? Je crois que tu parlais d'une méthodologie à 3 étapes principales. Dans ce genre de situation, 3, c'est toujours pas mal. Non, en fait,
c'est peut-être pour simplifier, mais on a une certaine expérience parce que maintenant, les cas d'usage autour de la 5G, on en parle quand même depuis pas mal d'années. On a beaucoup d'acteurs industriels qui sont venus nous voir pour réfléchir, essayer d'identifier et essayer de quelque part mettre en priorité les cas d'usage principaux. Et dans la méthodologie, alors on peut parler de schéma directeur, où je pense, en fait, les différents témoignages viennent s'alimenter les uns les autres, mais peut-être pour simplifier, on voit émerger 3 étapes. La première étape, c'est vraiment cette réflexion d'identification des besoins. Et pour moi, le facteur clé pour un industriel, c'est d'inclure les opérationnels. C'est vraiment eux qui savent ce dont ils ont besoin, les problématiques auxquelles ils font face, peut-être parfois avec beaucoup de rêves ou des idées qui peuvent paraître un peu fantasques, mais voilà, c'est aussi là le travail main dans la main avec les industriels, avec certains experts pour essayer de cadrer les choses. Donc il y a vraiment ce travail très ouvert. Je pense qu'il ne faut pas brider au départ, laisser volontairement très très ouvert, qui permet petit à petit de récolter un ensemble de besoins. Et on le voit quand on fait ces sessions-là, parfois sur plusieurs jours, parfois itératives, on arrive à des résultats assez impressionnants. Hein. On peut arriver à plusieurs dizaines de cas d'usage qui commencent à se formaliser. Deuxième étape, c'est prioriser en fait, c'est-à-dire, et on va être très basique, je pense qu'on a tous ça en tête, il faut un retour sur investissement, ce qu'on appelle des quick wins. Donc trouver des cas d'usage qui sont suffisamment simples, faciles à implémenter, qui vont avoir un retour sur investissement rapide, et donc en retenir certains. Et là on rentre dans, pour moi, la deuxième étape clé, qui est vraiment la partie prototypage, pré-industrialisation, où on va assembler des solutions, différentes briques dont on peut avoir besoin, s'assurer que ça marche. On va essayer d'influencer les standards, avoir une participation peut-être plus intense de l'écosystème au niveau des terminaux, etc., pour faire fonctionner en fait une solution complète de bout en bout. Et puis la troisième étape, ça va être l'industrialisation, c'est-à-dire par rapport à ces cas d'usage, ceux qui ont été retenus, qui marchent, on les valide de manière itérative et on les industrialise. Et là, pour un industriel, c'est particulièrement intéressant parce qu'on fait aussi quelque part des retours d'expérience croisés. Ce qu'on peut faire dans un secteur de l'industrie avec un client, c'est des choses qu'on peut répliquer à l'étranger. Et là, la France est plutôt en avance en fait sur ces exercices-là. D'ailleurs, je pense qu'il faut le mentionner. On peut aller le répliquer à l'étranger. Ce qui a été fait à l'étranger, on peut aussi en faire bénéficier. Et petit à petit, tout ça est un cycle vertueux. 2 exemples. Récemment, on a communiqué au CIDO la semaine dernière avec Enedis sur un partenariat qui est exactement ça, dans ces différentes phases, où on travaille avec d'autres acteurs, Schneider Electric, Orange, mais où il y a vraiment ce travail très très structuré sur plus d'1 an qui se réalise. On en est dans la phase prototypage. On avait plus de 25 cas d'usage identifiés dans la première phase. On a réduit à une poignée de cas d'usage, à peu près 4. Et on a des cas d'usage autour de l'utilisation de drones, autour de la maintenance augmentée, qui sont là dans la phase vraiment je dirais, de validation avant industrialisation, implémentation. Une deuxième réflexion, là, plus un travail en amont parmi les industriels, parce qu'on parle beaucoup d'écosystème, mais il faut le concrétiser. On a très tôt vu l'intérêt de ces réseaux mobiles privatifs pour tout ce qui est robotique, et notamment les AGV, en anglicisme, Automated Guided Vehicle, mais donc les robots qui se déplacent dans les sites de manutention ou de production. Et là, on voit l'intérêt de ces réseaux mobiles privatifs pour des gains en termes d'efficacité, de gestion de la mobilité. On a des gains de performance observés chez nous, on les a implémentés dans nos usines de l'ordre de 20%. Et là, on travaille en fait, avec tous les industriels on est là dans cet exercice de prototypage pour intégrer la technologie, valider, bien sûr améliorer, tout ça de manière itérative. Donc, beaucoup de travail, mais pour simplifier, voilà, cette méthodologie, cette approche en trois étapes me paraît importante. Ça requiert un investissement en temps, en ressources et en mobilisation aussi de toute l'organisation, surtout l'organisation métier. Merci Edouard. Si on prend le cas des terminaux, Denis, pour Crosscall, est-ce que tu peux nous expliquer comment on intègre des accessoires dans l'environnement? Parce qu'aujourd'hui, un terminal grand public, pour les besoins professionnels, il y a besoin d'un peu plus. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? C'est un très bon point et je vais peut-être reprendre aussi ce que disaient mes camarades ici présents, c'est qu'on part toujours du besoin utilisateur et comprendre ce dont il a besoin, cibler son besoin et aussi les contraintes. Donc il y a ce qui est
qui est capable de faire un terminal, un téléphone portable. Et comme tu le disais et tu l'évoquais, il y a le côté B2C où il y a la course au capteur, des mégapixels et un téléphone borderless, etc. Mais si on cible et on se focalise sur le besoin B2B ou B2G qu'ils ont besoin, c'est un terminal sur lequel ils peuvent avoir confiance, qui soit durable, qui puisse en toute opération compter sur ce téléphone. Donc il y a ce qui est capable de faire ce téléphone et a un besoin d'accessibilité immédiat. Et au-delà des capacités du téléphone, c'est effectivement aller chercher ce qu'ils ont besoin en complément. C'est peut-être qu'un utilisateur aura besoin d'avoir les mains libres, donc avoir le téléphone sur soi dans les mains, c'est pas possible. Donc on réfléchit à un système d'harnais ou un système d'armbande qu'on peut avoir sur le poignet, mais on peut aussi avoir des besoins d'un son un peu plus puissant. Donc là, pareil, on ne peut pas aller au-delà de la limite de ce que peut émettre un smartphone. Donc on peut aller chercher les 100 décibels, mais peut-être que s'il faut aller au-delà, on va réfléchir à peut-être des poires déportées ou d'autres accessoires qui vont correspondre à leurs besoins. Bien évidemment, comme le disait mon collègue, c'est qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins. Il faut qu'on essaye de cibler. Il y a des priorités à émettre et effectivement qui peut le plus le moins. Donc on essaye de combiner le tout dans un seul et unique accessoire ou plusieurs accessoires qui peuvent servir à différents usages. Je pense que tu peux compléter peut-être sur des cas d'usage que vous aviez. Oui, Eric, je pense peut-être sur les sujets liés aux véhicules. Je crois qu'il y a des problématiques aussi d'intégration. Lorena en parlait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu en effet. plus ? Juste un petit point. Alors, je suis totalement d'accord avec tous mes collègues. J'ai juste un petit point. On a tendance à vouloir être en avance au niveau de la France. Et donc, effectivement, je pense qu'on est un pays de technologues, etc., etc. Quand même, je compte sur les clients, je compte aussi sur l'État, parce que je pense que la menace est beaucoup plus importante qu'on croit, et notamment, on voit bien que par rapport à tous ces cas d'usage, il y a eu une recomposition totale du marché en Chine. Au départ, la PMR, c'était Motorola, Airbus à peu près, plus quelques autres. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus éclaté, avec des investisseurs extrêmement forts, en Chine évidemment. Motorola qui s'est totalement recomposé autour des cas d'usage en faisant énormément d'acquisitions. Donc, je voulais quand même en profiter pour dire qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Voilà. Alors, la question sur les véhicules, oui, globalement, les produits sont là et aujourd'hui sont de qualité, les terminaux, les applications, etc. Maintenant vient les invariants de la PMR, les invariants du métier restent, c'est-à-dire que ça doit fonctionner dans les véhicules, ça doit fonctionner dans les métros, dans les trains, en embarqué, ça doit fonctionner sur les motos, et autant je trouve beaucoup de similitudes sur la voie, parce que la voie reste la voie, et on va avoir à peu près les mêmes solutions à mettre en œuvre, un peu peut-être, mais ça devient encore plus complexe quand dans les véhicules, on doit en plus traiter la data, la vidéo, etc. On a eu un projet, je ne vais pas donner le nom, mais c'est en France, où il a fallu mettre en place des solutions sur les motos. C'est très compliqué. D'ores et déjà, les motos, c'était déjà très compliqué pour les clients qui ont eu à traiter ces sujets-là avec les réseaux actuels. Ça devient encore plus complexe. Donc, il faut très clairement travailler tous dans l'écosystème à comment on installe les véhicules et comment on va effectivement faire en sorte qu'on peut, alors peut-être pour l'embarquer, ne plus avoir des terminaux Android, mais avoir des choses sous Linux ou des applications web services, etc. Mais c'est un vrai enjeu, notamment les embarquer. Voilà. Mais on a tout à refaire en fait. Ça qui c'est passionnant. On a tout à refaire. Et alors, je ne parle même pas de l'IoT, parce que là, pour le coup, c'est même plus mon domaine de compétences, mais c'est pire. Oui. Merci Eric. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que voilà, il y a une grande complexité quelquefois qu'on n'imagine pas, et pour ça, on a besoin vraiment de travailler avec les utilisateurs pour comprendre l'exemple dont tu parlais des motos. Finalement, tant qu'on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas comprendre quels sont les sujets. On pourrait se dire finalement, installer un équipement sur une moto, c'est très simple. Alors, je vous propose maintenant de passer sur le sujet de la construction d'un projet de réseau mobile privatif. Hicham, pour Total Energy, est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'approche que vous avez ? Il me semble que vous avez une approche assez intéressante de grille d'analyse qui ne se base pas que sur le coût direct d'investissement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, en fait, la justification d'implémentation d'une solution, effectivement, d'une solution de connectivité peut se baser sur plusieurs axes. Je vais en citer 3. La première, c'est les bénéfices directs des cas d'usage métiers qui seront implémentés. Bénéfices directs, c'est-à-dire, par exemple, l'augmentation d'efficacité, la transformation de processus, qui aura un gain derrière qui pourrait effectivement justifier en partie de l'investissement qu'on va mettre sur la solution de connectivité. Le deuxième, c'est la nouvelle solution peut répondre à des contraintes ou à des limitations des solutions existantes ou pour gérer la gestion d'obsolescence d'une solution existante. Donc ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe, qui est très important pour nous, des cas d'usage et qui tournent autour des thématiques safety and environment. Dans le milieu industriel, peut-être il n'y a pas un gain financier direct, mais il y a un gain pour améliorer les cas d'usage qui peuvent contribuer à l'amélioration de sécurité dans le milieu industriel et aussi de réduire l'impact environnemental. C'est très important et très encouragé. Donc ces 3 axes peuvent effectivement démontrer la valeur de la solution de connectivité qui va effectivement contribuer à la réalisation des cas d'usage que je viens de citer. Merci Hicham. Lorena, pour la RATP, est-ce que tu peux nous dire comment le schéma directeur se concrétise en projet ? Je pense que c'est à peu près comme chez Total Energy. Nous, en fait, aujourd'hui, nous savons où nous voulons aller, on a une trajectoire. Et en fait, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un projet ou une situation où on part de zéro, en fait. On a un existant qui est assez fort. Et donc, en fait, on doit vraiment analyser pour chacun des zones qu'est-ce qu'on va faire. Et on va créer un programme sur lequel on va réaliser des business cases. On va travailler sur justement les bénéfices directs et indirects, parce qu'il n'y a pas que les bénéfices directs, c'est aussi les cycles de vie des nouveaux produits sont peut-être plus courts. On n'est pas du tout sur les mêmes types de TCO en fait à la fin. Donc il faut qu'on travaille sur tous ces axes-là. Comme je vous l'ai dit, nous avons un vrai sujet autour des embarqués. Nous, aujourd'hui, les embarqués dans un métro, dans un train, ils sont vraiment liés aux interfaces du matériel roulant, du train et du métro. Et donc, un changement d'interface de ces embarqués-là, ça passe par des risques de coûts et de planning qui sont très, très conséquents. Donc aujourd'hui, nous devons tirer ce programme-là par rapport à l'adhérence de tous ces gros projets RATP qui sont déjà lancés depuis un certain temps. En fait, on compte vraiment en décennies ce genre de démarche, en fait. Et du coup, en fait, ça fait que notre projet, donc notre programme, va être divisé en projets et va être très long dans la durée. C'est pour ça que, je répète encore, je profite, on a besoin vraiment de l'accompagnement des industriels dans la durée, parce que nous, on ne va pas être sur un projet où on va faire 2 ans, 3 ans. C'est vraiment très, très long terme, donc des programmes qui vont durer très longtemps, avec le réseau ancien et le réseau nouveau qui doivent se parler. Donc on revient aux différents sujets dont parlait Stéphane au début, c'est l'hybridation, interconnecter les deux mondes, l'ancien et le nouveau, pour nous, c'est un vrai sujet, et tout en restant dans des coûts maîtrisés, dans les standards, et tout en réfléchissant pour la suite, en fait. Merci Lorena. Alors, ça me permet de rebondir, et Eric, côté Airbus. Comment, en tant qu'industriel, vous pouvez répondre à ces attentes finalement sur ces utilisateurs qui ont déjà des réseaux existants, qui doivent être migrés, mais qui ne peuvent pas être migrés en une seule fois ? Il y a évidemment plusieurs solutions et l'une des difficultés, c'est que derrière les réseaux actuels, il y a beaucoup d'utilisateurs et qu'il faut à la fois traiter les cas d'usage, les premiers cas d'usage qui sont importants pour eux, c'est la voix, et après essayer de se projeter dans les nouveaux cas d'usage. Donc, dans les solutions aujourd'hui qu'on a mis en place et sur lesquelles on voit qu'il y a un certain succès, alors évidemment, c'est un peu compliqué à dire ici parce que ça fonctionne déjà avec les réseaux Airbus, mais notamment, c'est des choses qu'on voit, y compris en France, mais aussi, et c'est une fierté de le dire, dans certains réseaux en Chine, c'est de pouvoir faire de l'hybridation de réseaux et de pouvoir avoir des fonctionnements un peu hybrides qui permet à la fois de commencer à pouvoir mettre en place l'infrastructure 4G, 5G, peu importe, c'est pas un problème de technologie, et de travailler sur les cas d'usage, et d'autre part de sécuriser les fonctionnements actuels sur les modes de fonctionnement voix, etc.
Néanmoins, même sur la voie, il y a des choses à faire. Donc, nous, on est effectivement on regarde déjà ces aspects-là, parce que dans l'écosystème dont j'ai parlé, on est quand même les mieux placés pour faire ces travaux, si le client le souhaite, par rapport au réseau qu'il a. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que vous êtes capable d'apporter des solutions aujourd'hui qui permettent finalement de migrer les fonctionnalités des anciens réseaux sur des nouvelles infrastructures. Alors, ce n'est pas l'objectif, hein. C'est pas l'objectif du tout. L'objectif, il est vraiment d'aller vers la cible. Après, il faut trouver un chemin pour y arriver, et ce chemin-là peut passer par des réseaux hybrides. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue que l'objectif, c'est d'y arriver, et l'objectif, on aura tout perdu si l'objectif n'atteint pas les cas d'usage. S'il s'agit aujourd'hui de faire sur de la 4G ou sur de la 5G, justement, uniquement un fonctionnement voix, on a tout perdu. Déjà, d'une part, les réseaux 4G, 5G ne sont pas spécialement efficaces pour traiter la voix. Et d'autre part, les utilisateurs diront, mais je ne comprends pas, moi, j'ai un smartphone et je m'en sers comme dans les années 70 avec un terminal analogique. Donc l'objectif est vraiment de trouver la voie, et il y a plusieurs voies possibles. J'en ai cité un, je pense qu'après il y a des questions pour d'autres sujets, mais ça peut être aussi de travailler avec des solutions en mode SaaS pour déployer des réseaux des solutions sur les réseaux opérateurs, pour pouvoir justement expérimenter les cas d'usage sur réseaux expérimenteurs en faisant peu d'investissement, et pour permettre justement de trouver le meilleur moyen de dialoguer avec les utilisateurs et avec les services techniques opérationnels pour la définition de ces cas d'usage et définition de l'écosystème. Merci Eric. Je vais interroger Denis maintenant pour Crosscall. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut répondre aux nouveaux cas d'usage qui émergent au cours de la vie d'un projet ? Effectivement, pour répondre à ces nouveaux cas d'usage, premièrement, en tant qu'industriel, comme je le disais en préambule, on se doit de suivre les évolutions de la 3GPP et ses standards. Ça, c'est un premier point. On voit qu'avec la 5G, il y aura des nouveaux cas d'usage qui vont arriver, hein, notamment avec les véhicules connectés. On parlait de systèmes embarqués et autres. Mais ce qu'on a besoin impérativement, c'est qu'en tant qu'industriel, on puisse s'asseoir autour d'une table, discuter et travailler sur ce cahier des charges, sur ce besoin utilisateur. Et c'est ainsi qu'on réussit un projet, et ça a été le cas notamment avec les différents projets qu'on a réussi jusqu'à présent, que ce soit à travers la SNCF ou le ministère de l'Intérieur ou autre. C'est qu'en amont du projet, ça peut prendre entre 9 à 12 mois, comme le disait Lorena, c'est travailler tous ensemble autour d'une table, comprendre et établir ce cahier des charges, essayer de faire un proof of concept, un POC, et après faire les ajustements et les adaptations. Et à partir de là, créer de l'accessorisation et répondre à d'autres besoins qui peuvent émaner des besoins opérationnels qui sont eux sur le terrain et pas en amont du projet. D'accord. Juste une petite question. Est-ce qu'il est possible de faire converger les terminaux avec l'IoT ? C'est une forte volonté. Je pense que l'IoT, ça fait pas mal d'années qu'on en parle, et ça correspond à beaucoup de choses. Et sa simple définition, je dirais que c'est des objets connectés. C'est le but ultime. Maintenant, c'est de savoir avec quel objet ou quel IoT on souhaite communiquer. Mais effectivement, avec la 4G, il y a des choses qu'on peut déjà faire. Mais je dirais qu'avec la 5G, il y a plus de QoS, et il y a plus de flexibilité et d'adaptabilité qu'on pourrait avoir, sur lesquels on va travailler. Et encore une fois, je le répète, mais il faudra cibler et orienter nos choix par rapport à quel IoT et sur quelle direction on souhaite aller pour nos opérationnels. Merci. Édouard, pour Nokia, le sujet de l'IoT, donc, et on en parle de plus en plus. Quels conseils on pourrait donner aux futurs utilisateurs pour faire en sorte que leurs usages débouchent sur des solutions pérennes et viables ? Alors, peut-être je vais revenir sur la construction du réseau, un peu dans cette phase finale de la table ronde. Je pense qu'on voit bien à travers les témoignages, on a différentes situations. On a des besoins de réseau qui peuvent être assez complexes, ils s'intègrent dans un environnement existant, avec l'indicité de prendre en compte l'existant. On a des sujets un petit peu d'hybridation, le terme a été évoqué souvent, des réseaux opérés, réseaux privés. Bon, et puis on a aussi des greenfields, en fait, des acteurs qui démarrent de zéro et qui peuvent justement mettre en œuvre ce type de solutions, ces réseaux mobiles privatifs, pour développer des nouveaux usages, répondre à de nouveaux besoins. Donc on a une grande diversité.
Et je pense que ça aboutit à différentes réponses, différents enjeux dans l'implémentation. Il y a quelque chose qui ne change pas. On parle de réseau mobile. Ça veut dire un design avec un certain savoir-faire. Ça veut dire une implémentation, de l'optimisation pour avoir une bonne couverture, pour avoir des bonnes performances. C'est la base. Et ça, je pense que c'est commun vraiment avec différents niveaux de complexité en fonction des environnements, mais c'est commun à tous les projets. Après, on peut... Et on y travaille, nous, en tant qu'industriels, on peut envisager des solutions qui peuvent être légèrement différentes. C'est-à-dire des solutions qui vont être de la haute couture, du sur-mesure, avec différentes briques qui vont être intégrées de bout en bout dans un écosystème qui peut être assez complexe. Et on peut aussi avoir des solutions beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, que je dirais peut-être un peu plug and play, hein, si vous permettez la trivialité, mais on en est là, c'est-à-dire avec des solutions qui vont démarrer en quelques minutes, qui vont permettre de fournir un certain service rapidement, de manière très flexible, très facile. Donc on n'est pas forcément sur les mêmes échelles. Maintenant, les premiers fondamentaux que j'ai cités avant, eux, sont toujours là. Il faut être accompagné pour faire effectivement un design, de l'optimisation, etc. Une fois qu'on a mis en place ce réseau, et je pense que c'est ce qui ressort aussi de beaucoup de témoignages, c'est quelque chose qui va vivre dans le temps. Et autant par le passé, on avait des réseaux de communication qui étaient déployés, qui restaient figés, qui fournissaient un service, qui bougeait quasiment pas dans le temps. Et d'ailleurs, un certain nombre de réseaux, on parlait d'obsolescence, sont en mode maintenance en fait depuis des années, pour certains peut-être des dizaines d'années. Là, on se projette vraiment sur une approche qui doit être très adaptative et qui doit permettre de prendre en compte en fait le bénéfice de nouvelles fonctionnalités. On parle de la 5G, il y a des releases standards qui vont apporter des améliorations en termes de performance, de latence, de fonctionnalités IoT, etc., etc. Il faut pouvoir les intégrer, les mettre en œuvre. Donc je dirais qu'au-delà de l'implémentation du réseau, le maître mot, c'est travailler avec les industriels, les intégrateurs, les opérateurs qui vont accompagner le projet pour travailler avec un écosystème. Aujourd'hui, sur les solutions 4G ou 4.9G, on a plus de 7000 devices qui ne sont pas des smartphones. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème qui est très très large, qui est disponible, qui est à disposition. En 5G, on y arrive bientôt. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut apprendre aussi à apprivoiser dans un tel projet. Oui, merci. Si je comprends bien, il y a aussi une problématique qui est vraiment de rester dans les standards du 3GPP, d'éviter de s'en éloigner pour faire des moutons à 5 pattes. Merci. Lorena, juste une dernière question. Comment on fait pour anticiper l'émergence de nouveaux cas d'usage au cours de la vie d'un réseau mobile privatif ? Ça reprend un peu ce qu'on vient de se dire, mais globalement, le schéma directeur va être mis à jour de façon permanente, c'est-à-dire qu'il doit répondre aux enjeux de l'entreprise, qui bougent en fait, qui doivent être mis à jour. Et du coup, une façon de pouvoir justement intégrer ce nouveau besoin dans un projet comme le nôtre, dans un programme qui va durer vraiment très longtemps, ça va être de continuer à faire un peu de prospect, de voir qu'est-ce qu'ils font les autres, parce qu'on n'est pas seul à avoir ces mêmes besoins, de suivre les sujets d'innovation qui peuvent être faits dans les différents industriels, même chez nous aussi, de rester dans les standards. Donc je focalise sur le sujet, mais pour nous c'est très important d'essayer au maximum de rester dans les standards, justement parce que ça va nous permettre d'avoir des réseaux qui sont évolutifs en capacité et en fonctionnalité, et notamment avec les cycles courts des produits qui ne sont pas du tout les cycles d'avant. Ça va nous permettre justement, lorsqu'on devra renouveler parce que l'obsolescence, parce que le produit, parce que la fin de vie patrimoniale, ça nous permettra justement de faire évoluer ce réseau avec des nouvelles fonctionnalités, avec un nouveau produit, et vraiment suivre cette cycle de vie technologique dans la 5G, 4G, qui est beaucoup plus court en fait, et qui est beaucoup plus rapide que ce que nous on a pu connaître dans les années 90 pour d'autres technologies. Et donc c'est vraiment, je pense que c'est à ce niveau-là où on va pouvoir maîtriser. Et je rejoins aussi ce que tu as dit avant, c'est que clairement, un des sujets aussi, c'est de faire le lien entre le besoin de notre client, que nous, on doit pouvoir challenger, et le coût que ça apporte. C'est-à-dire que parfois, on a des besoins qui sont extrêmement importants, mais qui ne sont pas bien cadrés, et du coup ça fait qu'on a des coûts d'implémentation et des cycles de vie derrière qui vont être extrêmement onéreux, et en maîtrisant ce besoin, en le challengeant et en travaillant avec notre client sur qu'est-ce qu'il veut exactement et de quoi il a vraiment besoin, parfois on arrive à maîtriser justement ces implémentations et ces besoins avec des coûts beaucoup plus maîtrisés. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Ce que je retiens finalement, c'est que pour mettre en place un réseau mobile privatif, c'est pas forcément très compliqué. Il faut un petit peu de rigueur,
essayer de rester globalement dans les standards du marché. On a parlé ici de grandes entreprises, donc avec des projets qui sont souvent assez complexes. Il ne faut pas que ça fasse peur aux plus petites, parce que les projets peuvent se faire en un temps nettement plus court. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. Nous avons maintenant une pause. Je crois qu'on reprend à 11h, si je ne me trompe. Merci.